Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du racisme. Alors pour commencer, le racisme c'est quoi? Une fois de plus, je vais m'appuyer sur la définition qu'en donne Wikipédia, car j'estime qu'il est fondamental de définir les termes avant de les utiliser à tort et à travers. Le racisme est une idéologie partant d'un postulat d'existence de race au sein de l'espèce humaine, et qui considère que certaines catégories de personnes sont globalement supérieures à d'autres, sous tel ou tel aspect. Cette idéologie est en théorie distincte d'une simple attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes qui ne relèverait que des goûts de chacun et dont nul n'a à rendre compte. Le petit Larousse définit aussi le racisme comme une attitude d'hostilité répétée, voire systématique, à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. On voit donc que le racisme se définit comme une idéologie, c'est-à-dire un système d'idées générales constituant un corps de doctrine philosophique et politique à la base d'un comportement individuel ou collectif, toujours selon le petit Larousse. Une idéologie donc qui part du principe qu'au sein de l'espèce humaine, il existerait des races dont certaines seraient supérieures à d'autres. En revanche, le fait que j'ai plus d'affinité avec les gens qui ont la même couleur de peau que moi, ou que je ressente plus de sympathie pour les Noirs que pour les Asiatiques par exemple, ne constitue pas une attitude raciste. Car si je préfère les uns aux autres, ce n'est pas nécessairement parce que je considère que les uns sont supérieurs aux autres, mais peut-être simplement parce que l'éloignement culturel qui me sépare des Asiatiques d'une part, et le fait qu'au quotidien je côtoie de nombreuses personnes d'origine africaine, eh bien, cela fait que j'ai plus d'affinité avec ceux que je connais bien, que je fréquente tous les jours, et avec lesquels j'ai eu l'opportunité de construire des liens d'amitié. Le racisme est-il seulement le fait des Blancs à l'égard des populations de couleur? Non, évidemment. Mais chez nous, l'histoire de notre pays, son histoire coloniale en particulier, fait que l'essentiel des comportements racistes observés sont le fait d'individus blancs, que certains qualifieraient, à tort sans doute, de Français de souche, à l'égard d'immigrés, de fils ou de petits-fils d'immigrés, issus des anciennes colonies françaises, comme certains pays d'Afrique noire ou du Maghreb. Si l'on se réfère à la définition élargie du petit Larousse, qui définit le racisme comme une attitude d'hostilité répétée, voire systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes, l'islamophobie, ou encore d'autres formes de rejet d'une catégorie de la population, comme les homosexuels, l'homophobie donc, peuvent entrer dans la définition du racisme. Quant à l'antisémitisme, il peut s'agir soit d'un rejet des juifs considérés comme appartenant à une race distincte, soit d'une hostilité dirigée contre une religion et des us et coutumes perçus comme suffisamment éloignés des nôtres pour susciter de la méfiance, voire une franche animosité. Mais l'antisémitisme, à mon sens, est un cas à part, car viennent s'y greffer toutes sortes de fantasmes liés à l'existence supposée d'un complot juif international dont le but ultime serait de contrôler le monde, fantasmes alimentés par la soi-disant omniprésence des juifs dans les hautes sphères de la société, finances, politique, commerce, milieu intellectuel, etc., comme s'il n'existait pas de juifs agriculteurs, chômeurs ou ouvriers. Il est probable que la diaspora et le fait que les juifs aient formé un peu partout dans le monde des communautés extrêmement soudées autour d'une religion commune, religion relativement fermée aux autres, aux non-juifs, leur a sans doute donné à la fois une force collective et de par leur dispersion dans le monde, les a prédisposés à réussir dans le monde du commerce. Mais ça n'est que mon avis, et je ne me fonde ici sur aucune recherche historique ou sociologique. À cela s'ajoute l'interminable conflit israélo-palestinien et la dénonciation de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, qui alimente l'antisémitisme des uns, quand d'autres se contentent de condamner une politique qu'ils considèrent comme injuste et à bien des égards criminelle. Un sujet délicat s'il en est, avec lequel il convient de prendre toutes les précautions oratoires qui s'imposent, si l'on ne veut pas être qualifié aussitôt d'abominable nazi par les défenseurs de la politique nationaliste israélienne. Mais revenons plutôt à la religion. L'isolement volontaire des juifs au sein d'une religion, le judaïsme, perçu comme imperméable aux non-juifs, les a probablement desservis. On ne peut pas leur reprocher de faire preuve de prosélytisme. Et pourtant, paradoxalement, c'est ce même prosélytisme, reproché à une certaine catégorie de musulmans, les islamistes, qui, de par son absence chez les juifs, a engendré une méfiance croissante à leur égard. En gros, s'ils restent entre eux, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher, qu'ils manigancent quelques mauvais coups dans l'ombre. Preuve en est le fait que les juifs sont souvent associés aux francs-maçons, voire aux Illuminati, et à toutes sortes de complots mondialistes, tous plus terrifiants les uns que les autres. Mais laissons un peu les juifs de côté pour nous intéresser aux arabes et aux noirs. Le racisme à l'égard des Africains est lié, il ne fait aucun doute là-dessus, à l'histoire coloniale de la France. Quand certains à droite persistent à nier les crimes coloniaux pour dépeindre la colonisation comme un échange culturel et civilisationnel, nous savons aujourd'hui qu'il n'en a rien été. Les colons qui sont partis à la conquête de l'Afrique noire et du Maghreb n'avaient que faire de la culture des indigènes, qui ont souvent été maltraités, parfois même massacrés. Pourtant, bon nombre d'entre eux ont été réquisitionnés pour aller combattre sur les fronts des deux guerres mondiales qui ont embrasé le XXe siècle,
et défendre les frontières d'une France qui les considérait comme des citoyens de seconde zone. Puis, lorsqu'après la Seconde Guerre mondiale, la France a eu besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays ravagé par 6 ans de conflit, qui a-t-on fait venir massivement? Ceux-là même qui aujourd'hui sont les grands-parents ou arrière-grands-parents des jeunes de banlieue qui, récemment, déclaraient dans les salles de classe des collèges et lycées de notre belle République « Je ne suis pas Charlie », et dont certains, très minoritaires certes, font allégeance à Daesh. Que faut-il penser de cela? Que les descendants de ces immigrés contiennent en eux, de par leurs origines et leur religion, les gènes de la barbarie dont se rendent coupables un petit nombre d'entre eux, ce qui serait une interprétation, pour le coup, raciste? Ou bien que la République a failli à sa tâche, c'est-à-dire intégrer ces populations immigrées et offrir la possibilité à leurs enfants, leurs petits-enfants, de devenir des citoyens français à part entière? Je penche évidemment pour la seconde interprétation. Le racisme de nos parents et grands-parents à l'égard de ceux qu'on a fait venir pour faire le boulot que les Français de souche ne voulaient pas faire, en les confinant dans des quartiers ghettos, en refusant de les considérer comme nos égaux, est, j'en suis convaincu, en grande partie la cause de ce désamour des jeunes générations pour une République dont ils ont le sentiment qu'elle les a abandonnés, à l'heure où le chômage de masse frappe plus durement encore les banlieues que le reste du territoire. Et que penser de ces patrons qui refusent d'embaucher, sans pour autant l'avouer ouvertement, les candidats dont le nom sonne un peu trop arabe ou dont la photo sur le CV est un peu trop colorée? J'ai connu et je connais encore bon nombre d'employés qui, malgré d'indéniables compétences, sont cantonnés à des tâches peu valorisantes pour la seule raison qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, comme si le fait d'être noir ou arabe était la marque d'une incapacité transgénérationnelle. On voit bien que, malgré le discours officiel d'une République qui nous prétend tous égaux en droit et en devoir, il n'en est rien. Quant à ceux qui pensent que le Front National en a fini avec ces vieux démons racistes, je leur conseillerais d'aller voir ce qu'il en est dans la presse d'extrême droite. Marine Le Pen et son compère Florian Philippot sont suffisamment intelligents pour avoir considérablement édulcoré le discours officiel du parti dont Jean-Marie Le Pen fut l'un des fondateurs, afin de rendre ce parti compatible avec la République et ratisser un électorat aussi large que possible, notamment un électorat traditionnellement de gauche, touché par la crise et le chômage de masse. Comprenez-moi bien, les Français issus de l'immigration doivent respecter les lois de la République, au même titre que les autres, mais ils doivent aussi jouir des mêmes droits, et pas seulement sur le papier ou dans les discours officiels. Là où certains voient dans le multiculturalisme une menace pour l'identité française, je vois au contraire une chance, une occasion de nous ouvrir aux autres, de nous enrichir. On a le droit de ne pas partager cette vision des choses, mais c'est la mienne et celle de ceux qui pensent que la France a une vocation universaliste. Il va sans dire qu'il faut lutter contre ceux qui, bien que minoritaires au sein des populations musulmanes, veulent imposer leurs conceptions archaïques et leur interprétation de l'islam au pied de la lettre. Il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, mais de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. D'ailleurs, si l'État français commençait par prendre ses distances avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, pour ne citer que ces deux États parmi ceux qui répandent dans le monde l'idéologie salafiste, ça serait déjà un pas de géant vers une clarification des choses. Bon, pour en revenir au racisme, mon avis sur la question est qu'on a tous une tendance naturelle à être raciste. On a tous tendance à préférer ceux qui nous ressemblent, car on se sent rassuré en leur compagnie. Je ne fais pas exception à la règle. Mais nous sommes des humains, pas des animaux, et je suis convaincu qu'en tant qu'humains, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. À commencer par le fait que nous habitons tout ce temps que nous sommes, cette planète que nous appelons Terre, et dont l'écosystème est aujourd'hui menacé par les activités humaines, avec au sommet de l'échelle des risques le réchauffement climatique. C'est bien beau de dire « il faut fermer le robinet » en parlant de l'immigration, comme le font les partisans des thèses nationalistes. Mais que fera-t-on quand des millions de gens fuiront leur pays à cause des désastres causés par le réchauffement climatique? On érigera des murs avec des barbelés et des miradors pour tirer à vue sur ceux qui voudront entrer chez nous? La solution la plus sage et la plus humaine ne consisterait-elle pas à tout faire pour éviter que ces pauvres gens aient à fuir leur pays et puissent continuer à y vivre dans des conditions décentes? Car émigrer est toujours un traumatisme. Pour ma part, j'angoisse à la simple idée de déménager, alors émigrer, je ne vous dis même pas. Enfin, si le racisme est une tendance naturelle à tout un chacun, il n'en demeure pas moins qu'on doit lutter contre cette tendance. Et pour ce faire, rien ne vaut de côtoyer des gens issus d'autres cultures, d'autres religions, de s'entraider, de se lier d'amitié, de coopérer pour la défense de causes communes, l'écologie, la lutte contre la pauvreté, etc. Il y a tant de choses qu'on peut entreprendre ensemble au-delà de ce qui nous sépare. Et à ce titre, l'école républicaine a un rôle essentiel à jouer. Car c'est à l'école que mon fils, Daniel, côtoie toutes sortes d'enfants issus de milieux sociaux différents, de cultures différentes, se lie d'amitié avec eux, se bagarre aussi parfois, mais apprend à les connaître et à voir en eux autre chose qu'une menace sourde et diffuse. Ils sont, comme lui, de jeunes humains qui vont devoir apprendre à vivre ensemble et à se respecter mutuellement pour construire un avenir qui, je l'espère, sera moins sombre, sur une planète qui est notre bien commun et que nous devons apprendre à préserver pour notre propre survie et celle des générations à venir. Voilà, j'ai fini.
Bien sûr, ce petit discours n'est qu'une ébauche de réflexion sur un sujet vaste et complexe. Ma seule prétention à travers ces vidéos est de susciter le débat et une réflexion sur les sujets que j'aborde. Je ne prétends pas tout savoir ni avoir raison sur tout. Je n'y fais qu'exposer mon point de vue et vos commentaires sont les bienvenus. Merci pour votre attention et à très bientôt.